Wake up in the morning. Allez, debout maintenant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Espace Matin, votre matinale préférée sur Radio Pulsar. Nous sommes le mardi 1er juin, il est 8h, bienvenue. J'espère que tout le monde va très bien en ce mardi 1er juin. Ici, on va tenter de vous donner l'énergie nécessaire pour démarrer cette journée. Et pour ça, on a réuni une équipe de choc. Car on est accompagné de Kylian qui a préparé l'émission. Salut Kylian. Salut. Et de Théo qui va assurer la technique. Comment ça va Théo ? Ça va super bien, merci. Au programme de cette émission, Morgane nous parlera d'informatique avec Ada Lovelace. Ensuite, on reviendra ensemble sur le concert test qui a eu lieu ce week-end. Amaury nous parlera de la politique de l'enfant unique. Puis ce sera au tour de Kylian de nous parler littérature et de faire l'agenda de la semaine. Un super programme pour ce matin, vous l'aurez compris. Mais avant tout ça, il est 8h, c'est l'heure du Flash Info de Calista. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Dans l'actualité du jour, c'est la fin de la cavale pour Thierry Dupin. Après 36 heures de traque, cet ancien militaire de 29 ans, surnommé le forcené de Dordogne, a été interpellé hier par le GIGN et blessé par un tir de riposte. Il avait pris la fuite après avoir agressé son ex-compagne et son nouveau conjoint, puis tiré sur des gendarmes. L'homme avait un lourd passé judiciaire, il a déjà été condamné à 4 reprises pour des violences sur son ex-compagne. Le retour des voyages après la crise sanitaire. Voyager en Europe sera permis dès le 1er juillet avec un pass sanitaire. Voilà ce qu'a assuré le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Le pass prouvera que vous êtes soit vacciné, soit testé négatif ou que vous avez eu le Covid récemment. Il intervient également dans le cadre de la période transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire qui doit s'étaler du 2 juin au 30 septembre. Le pass sera également mis en place dans le cadre des grands événements. Du jamais vu pour l'économie française. Conséquence de nouvelles dépenses engagées pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le déficit public français se creusera encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La Chine assouplit sa politique de natalité. Afin de lutter contre le vieillissement de sa population, la Chine a annoncé la suppression de la limite de 2 enfants par couple et autorise désormais les familles à avoir 3 enfants. Espionnage à travers le Danemark. Une enquête de la télévision publique danoise affirme que l'agence de renseignement américaine a détourné les systèmes danois de surveillance électronique pour espionner certains de ses plus proches alliés entre 2012 et 2014. La National Security Agency aurait en effet espionné plusieurs parlementaires et hauts fonctionnaires allemands, français, norvégiens et suédois. Angela Merkel aurait notamment été très ciblée. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé hier Washington et Copenhague à s'expliquer et ont demandé de la clarté. Dans l'actualité locale, une aide pour une compagnie aérienne. L'aéroport de Poitiers va aider Chalair face à l'année de trou marquée par le Covid-19. Cette aide financière exceptionnelle a été accordée hier afin d'assurer le maintien de la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Merci beaucoup Calista pour ce flash, il est 8h03 sur Radio Pulsar et Morgane va nous parler d'informatique avec l'histoire d'Ada Lovelace. Ouais, tout à fait. Mais avant de vous parler d'Ada, du coup, j'aimerais vous parler de la façon dont je l'ai découverte. C'est en scrollant le compte Twitter de France Inter que je suis tombée sur une vidéo de Baptiste Beaulieu, appelée Grand bien vous fasse il me semble, dressant le portrait d'Ada Lovelace et de l'ignoble condition féminine de son époque. C'est qui Baptiste Beaulieu ? C'est un journaliste de la rédaction de France Inter ? Alors pas du tout. À la base, il est médecin. Il a aussi écrit quelques romans. Et il est très engagé contre le racisme, l'homophobie, le sexisme et les questions de genre. En soi, il a tout bon. Hein. Mais il y a un vrai problème avec sa vidéo. Alors c'est quoi le problème ? L'image qui renvoie de cette femme, Ada Lovelace. C'est une femme qui aurait été enfermée dans une cage dorée, une femme à la limite du psychotique car elle était trop intelligente pour l'époque. Bref, une femme à l'existence pas folle. Sauf que c'est tout le contraire, hein, et les commentaires sous la vidéo l'ont bien laissé entendre. Ada Lovelace, elle est née en 1815 à Londres. Alors certes, hein, c'est pas une période très favorable pour la gente féminine, mais bon, ça a été pire, et ça aurait pu être pire. Car Ada, elle est née dans une bonne famille, une très bonne famille même. Elle est la fille de Lord Byron, hein, célèbre poète anglais. Mais même si elle a grandi sans son père, elle a reçu une belle éducation avec des précepteurs. Elle s'est très vite intéressée aux maths, d'ailleurs elle tient ça de sa mère a priori, et à 17 ans, elle rencontre Mary Somerville, une autre scientifique et chercheuse renommée.
Et elle a incité Ada à poursuivre ses recherches, ne rien lâcher. Par la suite, Ada elle a rencontré Charles Babbage, un des premiers à avoir réfléchi à la question de l'ordinateur. Et une amitié est née entre eux, ils se poussaient l'un l'autre à découvrir toujours plus. Alors du coup, dire qu'Ada elle était enfermée tant physiquement qu'intellectuellement par les hommes, je suis pas trop d'accord. Et dire que le travail de cette femme n'a pas été non plus reconnu, c'est également faux. Les premières idées du codage, c'est elle. Les premières esquisses d'un ordinateur, c'est elle aussi. Et pour preuve que son travail... Merci beaucoup Morgane. Il est 8h05, vous êtes toujours dans Espace Matin sur Radio Pulsar. Les gars, autour de la table, ça vous dirait un petit concert ? Oui, Avec carrément. très grand plaisir. Ça fait longtemps. Ouais, personnellement, j'en rêve quasiment chaque nuit. J'espère que ça reviendra assez rapidement. Et justement, pour préparer le retour des concerts, ça vous a pas échappé, on a eu droit ce samedi, le 29 mai, à un concert test à Bercy. Je sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans cette salle, mais c'est absolument pharaonique. Habituellement, on peut mettre jusqu'à plus de 20 000 personnes en salle. Là, c'était 5 000 personnes qui étaient dans la salle pour ce concert test, pour les besoins de la science, mais aussi pour le plaisir de retrouver l'expérience du concert live après 15 mois d'abstinence. Ce premier concert test parisien était donc une expérience scientifique visant à évaluer les risques de transmission du virus du Covid-19 lors d'un concert à grande échelle, en configuration debout, non distanciée, avec une salle fermée. On pouvait lire ça sur le site de l'expérience Ambition Live Again. Donc 5 000 spectateurs dans la salle et 2 500 chez eux comme groupe comparatif. Les personnes pouvant assister au concert d'Indochine ont en effet dû se plier à un protocole sanitaire strict. Par exemple, c'est le port du masque, un renforcement de l'hygiène des mains, le tout dans une salle ventilée de façon optimisée. Alors c'était un tirage au sort pour pouvoir participer à ce concert-là, et donc il fallait répondre à plusieurs critères. Avoir entre 18 et 45 ans, ne pas avoir de symptômes du Covid, ne pas avoir été en contact avec des personnes atteintes du Covid depuis 2 semaines, ne pas avoir de facteurs de risque de forme grave, ne pas vivre avec une personne porteuse de ces facteurs, résider en Ile-de-France, et avoir un test de dépistage antigénique 72 heures avant, évidemment négatif, quoi. Donc, dans le communiqué de presse publié par l'AP-HP, c'est l'association des hôpitaux de Paris, il était expliqué que les spectateurs du concert étaient filmés par des caméras vérifiant que chacun portait bien son masque. Ce dispositif permet d'obtenir des statistiques anonymes précises, objectives et actualisées sur le taux de personnes portant correctement leur masque. Donc 3 critères, pas de masque, mal porté ou bien porté, pendant toute la durée de l'événement. Donc c'est Étienne de Crécy qui est monté sur scène à Bercy pour la première partie devant 5000 spectateurs. Ambiance émue du public, apparemment, tout le monde était ravi de retrouver l'ambiance, tu m'étonnes. Et à 18h35, c'est au tour d'Indochine, la tête d'affiche de ce tout premier concert de très grande ampleur, de monter sur scène, face à un public heureux malgré le protocole sanitaire en vigueur. Pendant près de 1h45, Nicolas Sirkis et sa bande ont joué nombre de leurs morceaux d'anciens succès, comme 3 nuits par semaine ou L'Aventurier, ou des titres plus récents comme La vie est belle ou Nos célébrations qu'on écoutera tout à l'heure. Et si les chants du public auront été étouffés par leur masque, la ferveur d'un concert retrouvé, elle, était bien palpable. Dans les tribunes, plusieurs membres du gouvernement, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, Brigitte et Emmanuel Macron, ou encore Valérie Pécresse, venus rappeler que la région Île-de-France a participé financièrement à l'événement. Ce premier concert à très grande échelle est la condition de la reprise des événements de grande ampleur en France, interdit depuis mars 2020. Les 7500 spectateurs au show d'Indochine vont devoir faire un test salivaire 7 jours plus tard, donc samedi 5 juin. Les résultats du concert test seront attendus dans la foulée, courant juin, selon les organisateurs de l'événement. Donc nous n'avons plus qu'à espérer que l'expérience donne de bons résultats pour pouvoir libérer la voie au concert futur et rendre sa place à la culture, qui est mise sur le banc de touche depuis plus d'1 an. On se laisse sur l'un des derniers morceaux du groupe, Nos célébrations. À tout à l'heure sur Radio Pulsar.
fois c'est pas mal. Pas tout le temps, mais des fois c'est pas mal. Pulsar, les étoiles en plus. Il est 8h13, vous êtes toujours dans Espace Matin sur Radio Pulsar et c'est l'heure de retrouver Amaury qui va revenir sur la politique de l'enfant unique en Chine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter la politique de planification de naissance en Chine. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce phénomène et peut-être même avez-vous un avis dessus. Alors cette politique que l'on appelle plus communément la politique de l'enfant unique naît en 1979 avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, fraîchement réhabilité par le Parti communiste. Les motivations de cette politique restent troubles. Il existe deux théories majeures à ce sujet, la première étant la volonté du Parti communiste chinois à contrôler les naissances afin d'éviter une potentielle surpopulation pouvant possiblement générer un déséquilibre au sein du pays et par la même occasion contester le pouvoir central. Et la deuxième théorie supposerait un objectif non pas politico-démographique mais davantage économique. Une trop forte population pouvait sembler nuisible au plan de relance économique chinois avec un excès de personnes à nourrir et à loger. Le contexte historique et social participe à l'institution de cette politique. Tout d'abord, la Chine, à cette époque, sort d'une crise extrêmement violente. La politique du grand bond en avant initia une immense famine de 1958 à 1962, faisant entre 15 et 45 millions de morts. Et si l'histoire et la sociologie nous ont bien appris quelque chose, c'est que les crises sont profitables à l'émergence de baby-boom. Ainsi, certaines sources estiment que l'indice de fécondité chinois atteignait 7,41 en 1963. Et même si la Chine avait déjà pris des mesures pour limiter ce fort taux de natalité dès 1962, avec l'augmentation de l'âge pour se marier ou la démocratisation de moyens de contraception, cela fut tout de même jugé insuffisant. C'est pour cela que le gouvernement Deng Xiaoping prit des mesures plus autoritaires. Bien entendu, la matérialisation de cette politique n'est pas purement législative. Il n'y a pas de loi indiquant clairement qu'il est strictement interdit d'avoir plus d'un enfant. Si c'est le cas, on tue l'enfant excessif. Non, en réalité, l'enfant considéré de trop se voit refuser l'accès à l'école et aux soins, ainsi que l'obtention de papiers administratifs essentiels comme une carte d'identité. Les familles fautives peuvent perdre leurs prestations sociales et d'autres avantages parfois nécessaires au bon maintien du niveau de vie, et se prennent parfois quelques amendes en plus. À l'instar d'une certaine efficacité, ce programme de natalité présente quelques effets secondaires, notamment un vieillissement de la population inquiétant, qui devrait amener à ce que plus de 36% de la population chinoise ait plus de 60 ans en 2050. Un autre problème survient, il s'agit de la surpopulation de garçons par rapport à la population de filles, notamment dans les campagnes, avec 119 garçons pour 100 filles. Les garçons sont considérés comme plus utiles, surtout dans les milieux ruraux, et ainsi les familles ont tendance à se débarrasser de leurs aînés s'ils naissent filles. La violence de cette politique fit qu'elle fut difficilement tenable sur le long terme, et plus les années passaient, plus elle s'assouplissait, à tel point que, en 2016, tous les couples étaient autorisés à avoir un deuxième enfant. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que, pas plus tard qu'hier, lundi 31 mai, la Chine a une nouvelle fois assoupli sa politique permettant la naissance d'un troisième enfant par couple marié. Nous assistons donc à la fin d'une époque, celle d'une politique nataliste qui fut l'une des plus répressives au monde. Je vous remercie. Si le sujet vous a intéressé, je vous conseille grandement d'aller voir au Dietrich un film qui est sorti récemment, qui s'appelle Balloon, un film tibétain qui parle justement de cette politique de l'enfant unique avec une femme nommée Drolkar qui élève 3 fils. Et en réaction à la politique de l'enfant unique imposée par Pékin, elle va essayer de se rapprocher des techniques de contraception, une pratique qui est taboue dans cette communauté traditionnelle. Et du coup, il y a toute l'opposition avec l'État et la tradition. Donc voilà, c'est un très grand film que je vous invite vraiment à découvrir si le sujet vous a intéressé. Donc Balloon au cinéma si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup Amaury pour cette chronique. Il est 8h17, vous êtes toujours sur la matinale de Radio Pulsar. Aujourd'hui c'est la journée de l'enfance et Kylian, tu vas nous parler de littérature je crois. Oui c'est ça, et donc oui je souhaite en profiter pour vous parler d'une œuvre fondamentale dans mon enfance, c'est Le Petit Prince. Donc j'ai découvert Le Petit Prince assez tôt, je dois l'avouer, et il fait partie de ces livres qui ne vous quittent pas sans savoir vraiment pourquoi justement. Je me souviens qu'au détour d'une librairie, j'avais trouvé ce livre et intrigué, j'ai demandé à le posséder. Mais la vérité, c'est qu'on ne possède pas le Petit Prince, c'est plutôt lui qui nous possède. Je me revois encore le lire en cachette en cours, caché à demi sous la table, en attendant avec impatience de découvrir chaque planète du voyage du Petit Prince. En fait, ce livre avait tout pour plaire à l'enfant rêveur que j'étais, un petit prince allant de planète en planète pour retrouver sa rose adorée, sans oublier ses rencontres avec le renard et le serpent. Mais en quoi ce texte est-il vraiment important ?
Tout d'abord, c'est l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, un grand écrivain et aviateur français né le 25 juin 1900 et disparu en vol le 31 juillet 1944, assurant la création du mythe de l'aventurier déjà bien instauré. Il a été pilote pour l'armée, pilote pour l'aéropostale, écrivain à succès, poète, reporter. Ce sont ses nombreux voyages et son métier de journaliste qui vont inspirer ses textes. Ses observations sur le monde, il va les diffuser avec un regard profondément humaniste, et cela va donner ses textes les plus célèbres, tels que les romans Courrier Sud en 1929, Vol de nuit en 1931, mais aussi Terre des hommes, publié en 1939, qui reçut le prix Femina. Après l'annonce de l'armistice en 1940, il décide de quitter la France pour les États-Unis et rejoint New York pour tenter de faire intervenir les Américains dans le conflit mondial. Il devient ainsi une des grandes figures de la résistance. C'est justement dans sa période new-yorkaise qu'il se lance dans l'écriture du Petit Prince, qui sera publié en 1943 à New York et dont la publication française de Gallimard sera faite en 1946 et donc à titre posthume. Cette dernière œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry est donc un véritable conte philosophique d'une grande puissance poétique. Le Petit Prince, c'est tout d'abord une histoire personnelle. En effet, on comprend très vite que la rose qui manque tant à notre héros représente la femme d'Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo Succinct Sandoval, et le voyage du Petit Prince serait celui de l'auteur à des milliers de kilomètres la séparant d'elle. Cependant, si cette œuvre est si connue, c'est aussi par son message sur l'enfance. Les rêves de l'enfant sont au centre du récit, à commencer par la rencontre entre le Petit Prince et l'aviateur. Le « s'il te plaît, dessine-moi un mouton » et la face du carton dans lequel le mouton serait incite à l'imagination. Tout au long de son voyage, notre héros va rencontrer des hommes et faire face autant à leur sagesse qu'à leur bassesse. Ces rencontres sont pour l'auteur autant d'allégories que de questionnements sur les grandes personnes. Par ailleurs, le livre est dédicacé à un ami de l'écrivain, Léon Werth, quand il était enfant. Malgré tout, malgré le sourire et le rire du Petit Prince, le texte est grave, car il part d'une urgence représentée par les 3 baobabs enracinés dans la terre de notre protagoniste, et représentant ainsi les forces de l'Axe et de la guerre se préparant. Le caractère humaniste et universel du propos du livre, donc, va faire du Petit Prince un succès mondial. Traduit en plus de 457 langues et dialectes, c'est donc le 2e ouvrage le plus traduit du monde derrière la Bible. Le Petit Prince reste donc aujourd'hui une œuvre fondamentale, riche en enseignements importants, qui se vérifie chaque jour. Oui, je sais maintenant qu'il avait raison. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci beaucoup Kylian. Donc ça fait partie de des œuvres qui t'ont accompagné durant ton enfance. Autour de la table, c'est quoi les œuvres qui vous ont accompagné étant petit ? Ah oui, juste avant, j'avais une petite question. S'il a écrit ce livre aux États-Unis, à New York, est-ce que la version originale, elle est en anglais ou en français ? Ça, c'est une grande question que je me pose, parce que c'est vrai que du coup, le livre a été publié d'abord aux États-Unis, comme il était aux États-Unis, à New York. Et par la suite en France, donc si ça se trouve, oui, il y a de grandes chances que la version originale soit en anglais. Moi, j'avoue que je vais peut-être vous surprendre, mais je ne l'ai jamais lu. Ah ouais ? J'en ai entendu parler beaucoup. J'ai une amie qui a essayé d'apprendre le français avec la lecture de ce livre en venant du Pérou, mais je n'ai jamais lu ce livre. Mais c'est vrai que c'est un très beau livre pour commencer, pour apprendre à lire. En plus de ça, oui, toujours dans l'imaginaire et dans le thème de l'enfance, le livre est parcouru des aquarelles de l'auteur lui-même. Ouais, et les aquarelles sont sublimes. Il y a des éditions un peu illustrées qui sont très sympas. Ouais. Donc ça fait partie des œuvres qui peuvent accompagner pendant l'enfance. Quoi. Ça fait aussi une sorte d'éveil culturel pour des petits. Vous, c'est quoi les œuvres qui vous ont un peu accompagné quand vous étiez petit ? Il y avait toute l'œuvre de Claude Ponty. Je ne sais pas si vous connaissez, où en fait c'est un auteur-dessinateur qui a créé un univers qui est à peu près indescriptible, où c'est des petits personnages qui vivent leur vie dans un monde qui est totalement illogique, et en même temps, quand on est enfant, et moi aujourd'hui encore, ça me paraissait super logique, et ma mère détestait me lire ce livre parce qu'elle n'y comprenait rien. Ouais. Et moi j'adorais ça parce que je trouvais ça génial qu'ils puissent sauter dans des flaques, apparaître dans d'autres flaques, construire la maison dans des arbres. Enfin, c'était incroyable comme livre, c'était une imagination incroyable. Ouais. Ok, donc totalement dans le monde de l'imaginaire. Et toi, du coup, à part Le Petit Prince À part Le Petit Prince, j'ai eu des phases. J'ai eu plusieurs phases, mais je pense que
je pense que c'est quand même Le Petit Prince qui m'a le plus marqué. marquant. Le plus marquant, c'est Le Petit Prince, ouais. C'était vraiment la claque. Après, oui, j'ai eu la phase Claude Ponty, comme Théo. Et après, sinon, j'étais très dans les mythes grecs. D'accord, ouais. Les mythes grecs, ouais. Mythologie grecque, ok. Précoce, Très bien. Bon, bah écoutez, il est 8h23, vous êtes toujours sur Radio Pulsar. Je pense que c'est le moment de faire une petite pause musicale avec un groupe plutôt local. Ils viennent d'Angoulême, c'est Dirty Shades avec le morceau Trainwreck. interdit. Merci. Je vous en prie. Les étoiles en plus.
Virgule. Vous savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées. Pulsar, c'est bon. Les oreilles entendent à nouveau. Point d'exclamation. Il est 8h30 sur Radio Pulsar et à 8h30, c'est l'heure du Flash Info de Calista. Pulsar. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Dans l'actualité du jour, c'est la fin de la cavale pour Thierry Dupin. Après 36 heures de traque, cet ancien militaire de 29 ans, surnommé le forcené de Dordogne, a été interpellé hier par le GIGN et blessé par un tir de riposte. Il avait pris la fuite après avoir agressé son ex-compagne et son nouveau conjoint, puis tiré sur des gendarmes. L'homme avait un lourd passé judiciaire, il a déjà été condamné à 4 reprises pour des violences sur son ex-compagne. Le retour des voyages après la crise sanitaire. Voyager en Europe sera permis dès le 1er juillet avec un pass sanitaire. Voilà ce qu'a assuré le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Le pass prouvera que vous êtes soit vacciné, soit testé négatif ou que vous avez eu le Covid récemment. Il intervient également dans le cadre de la période transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire qui doit s'étaler du 2 juin au 30 septembre. Le pass sera également mis en place dans le cadre des grands événements. Du jamais vu pour l'économie française. Conséquence de nouvelles dépenses engagées pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le déficit public français se creusera encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La Chine assouplit sa politique de natalité. Afin de lutter contre le vieillissement de sa population, la Chine a annoncé la suppression de la limite de 2 enfants par couple et autorise désormais les familles à avoir 3 enfants. Espionnage à travers le Danemark. Une enquête de la télévision publique danoise affirme que l'agence de renseignement américaine a détourné les systèmes danois de surveillance électronique pour espionner certains de ses plus proches alliés entre 2012 et 2014. La National Security Agency aurait en effet espionné plusieurs parlementaires et hauts fonctionnaires allemands, français, norvégiens et suédois. Angela Merkel aurait notamment été très ciblée. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé hier Washington et Copenhague à s'expliquer et ont demandé de la clarté. Dans l'actualité locale, une aide pour une compagnie aérienne. L'aéroport de Poitiers va aider Chalair face à l'année de trou marquée par le Covid-19. Cette aide financière exceptionnelle a été accordée hier afin d'assurer le maintien de la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Merci beaucoup Calista, il est 8h32 dans Espace Matin sur Radio Pulsar et c'est le moment de sortir de quoi doter et d'écouter attentivement Kylian, c'est l'agenda de la semaine. Dans le cadre de l'événement Mais à vélo, la Gravienne organise d'aujourd'hui au 6 juin une randonnée cycliste dans la Vienne pour découvrir le territoire et sa gastronomie. Deux parcours vous sont proposés de 260 km et 860 km respectivement. Ce long voyage sans assistance sera ponctué de checkpoints. Tous les renseignements sont sur le site de la Gravienne. Retour au musée maintenant, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours assister à l'exposition temporaire du musée du vitrail qui vous propose de découvrir les vitraux mis en scène dans 3 espaces intérieurs en trompe-l'œil ou en décor peint, une entrée, un salon, une chambre. Décoratives voire fonctionnelles, les œuvres exposées présentent le travail de 10 artistes variés qui, tels des designers, ont imaginé des objets en lien avec notre quotidien. Pour plus d'informations, contactez le musée du vitrail. Et Anguille-sous-Roche maintenant. Dès demain, le Théâtre Auditorium de Poitiers rouvre ses portes pour vous proposer une nouvelle saison culturelle qui démarre fort. En effet, demain et après-demain, Déborah Lukumwena se présentera sur scène dans une mise en scène de Guillaume Barbeau. La révélation du magnifique film Divine se réappropriera le texte d'Ali Zamir, un Comorien qui a vécu l'exil et la migration. Un récit poignant donc à retrouver sur scène. Le spectacle est gratuit sur réservation à la billetterie du TAP. Il est 8h34, vous êtes toujours dans Espace Matin sur Radio Pulsar et c'est l'heure de notre pause musicale. On se retrouve à 9h pour le Flash. Radio Pulsar.